C'est parti. C'est bon? On y va? OK. Eh ben, bonjour à tous. Du coup, là, c'est un petit DLL sur l'implémentation agile. Alors, pour commencer, on va déjà se présenter. Alors, moi, c'est Nicolas, je suis chez Nice depuis 11 ans à peu près. Mon parcours récent, notamment en tant que Scrum Master, enfin SM, ça veut dire Scrum Master sur nos petits t-shirts, hein, pas confondre. J'ai fait 6 ans et demi chez Kiabi, dont 3 ans et demi en tant que Scrum Master, et je suis depuis un mois Scrum Master chez Auchan. Donc une nouvelle mission qui démarre. Et Pierre? Et donc, bonjour à tous, donc Pierre Dufour, si vous m'avez déjà croisé. Je suis, Scrum Master depuis, 4 ans et demi, 5 ans. J'ai commencé, ce métier-là, chez ArcelorMittal. J'ai un background de développement web, notamment en Microsoft, C# et cetera. Et je suis chez Auchan depuis 1 an et demi, où on est en train de faire une transformation, en mode agile. Donc on va vous présenter un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, l'agilité. Ce qu'on va pas faire, c'est mettre en opposition le cycle en V ou waterfall avec l'agilité, parce que ce sont 2 méthodes différentes. Le cycle en V va très bien fonctionner avec certaines équipes, certains sujets. L'agilité marchera mieux pour d'autres équipes, pour d'autres sujets. Donc l'idée, c'est pas de dire le cycle en V, c'est pas bien, l'agilité, c'est parfait. Pour commencer, je voudrais savoir si certains d'entre vous connaissent un peu le manifeste agile et ses principes. Oui, je t'en prie. En gros, c'est les grands réunis. Tu saurais en citer un? Alors, il va falloir que tu traduises parce qu'on n'entend pas du tout, les gens qui parlent dans la Ah oui, salle. pardon, c'est parce que, il y a un micro qui doit tourner. Alors, tu peux parler? Attends. On prépare ça. Oui, bonjour. Ouais, du coup, effectivement, il y a cette image là des grands du logiciel qui sont réunis, notamment, il y a les Martin Fowler, les Uncle Bob, c'est tous ces mecs-là et qui ont dit, ce serait bien de faire un truc, C'est ça. ensemble, quoi. Et du coup, il y a un manifeste agile qui est sorti avec 4 grands principes. Du coup, est-ce que tu sais, déjà juste m'en citer un? Il y a des petits post-it sur la droite. Non, tu vois pas? Je vois pas du tout. Alors si je parle de individu et interaction. Plutôt process, ouais, c'est ça. Alors Pierre qui va nous mettre ça à jour. Donc C'est effectivement, Oui, vas-y Pierre. individu et interaction. Dans le manifeste agile, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant par rapport, aux process et aux outils. Ça ne veut pas dire que les process et les outils ne sont pas importants. Ça veut dire que si, on va d'abord essayer de penser au but, aux individus, aux interactions, et puis à partir des interactions nécessaires, on va mettre en place les process et les outils, qui en découlent. Si on en cite un autre, l'adaptation au changement, plus que quoi à votre avis? Le plan prévu. Tout à fait. À chaque fois, c'est bien plus que, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une croix dessus, c'est d'abord, c'est le plus important à gauche. Ensuite, la collaboration client, plus que la négociation contractuelle. C'est-à-dire qu'on arrête de faire des contrats, c'est pas parce que quelqu'un nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire qu'on doit être buté, c'est on communique. Et le dernier, il vaut mieux un logiciel qui fonctionne qu'une documentation exhaustive. Donc la doc, c'est bien, c'est utile, mais déjà, il faut que le logiciel fonctionne. Voilà, effectivement, toujours, on garde toujours cette idée un peu, galvaudée, enfin, même si ça fait un petit moment maintenant qu'on a compris que c'était pas le cas, que la documentation, en agilité, c'est un petit peu, aléatoire. On n'en fait pas, on n'en fait pas du tout. On reste quand même avec, dans l'esprit que la documentation fait partie de la qualité d'un logiciel. Si le logiciel n'est pas documenté, on a quand même une grosse perte de qualité potentielle, surtout sur la maintenance.
Et donc, on n'a pas besoin d'une documentation exhaustive sur tout ce qui s'est passé, mais en tout cas d'une documentation qui permet un minimum d'avoir les règles fonctionnelles ou quelques points techniques importants, en gardant à l'esprit que la documentation, c'est pas quelque chose qui va favoriser la compréhension mutuelle. On va d'abord faire quelque chose de la collaboration des individus, échanger entre nous, et la documentation sert de support à se souvenir de quoi on parle. Alors pour implémenter Agile, nous ce sur quoi on voulait déjà, vraiment mettre le point, appuyer, c'est que c'est déjà une équipe. Alors on parle selon les sociétés, on parle d'équipe, de team, de squad, donc c'est vraiment, l'équipe qui va être créée. Dans cette équipe, on va retrouver plusieurs profils. Les devs, qui d'ailleurs ne font pas forcément du dev, on va dire que c'est l'équipe de production. Le Scrum Master et le PO. Donc ça va être l'équipe. Et cette équipe-là, on l'a mis au centre parce que elle va être là pour produire, pour donner un produit. Donc c'est ce qu'elle réalise. Et c'est son produit. C'est elle qui le fait évoluer, qui le maintient. Alors pourquoi il y a plusieurs profils? Il y a le PO. Le PO, c'est le Product Owner. C'est la personne qui va prioriser les besoins pour faire évoluer le produit. Et pour les faire évoluer, c'est elle qui va être en contact privilégié avec les utilisateurs. Ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Et c'est lui qui apporte la vision de ce produit, à quoi il sert, c'est quoi son objectif. Il y a plusieurs critères auxquels il faut répondre. Et le Scrum Master, donc c'est ce qui est mon rôle et le rôle de Pierre, ça va être d'aider, de protéger et d'accompagner cette équipe. Alors protéger, c'est pour ça qu'on l'a mis au milieu d'un bouclier, c'est que tout autour, du coup, justement, il y a des utilisateurs qui ont des besoins. Et l'idée, c'est que tous ces besoins, ils n'arrivent pas comme ça pour matraquer l'équipe. Il faut qu'il y ait une certaine organisation et que ce soit bien le PO qui priorise ces besoins, qui les comprenne, qui les interprète, qui sache dire oui ou qui sache dire non. Et le Scrum Master va aussi accompagner l'équipe dans le suivi des principes agiles. Donc, c'est remettre de l'ordre, des fois, dire attention, là, on a travaillé un besoin qui, en fait, n'en est pas forcément un. Donc, voilà, c'est savoir prendre du recul sur tous les sujets qui peuvent impacter l'équipe. Pierre? Oui, alors du coup, juste pour compléter un petit peu, effectivement, on a souvent cette petite idée de se dire, l'agilité, c'est on fait des délits, on fait une rétrospective et on fait une démo. Et c'est vraiment juste une toute petite partie de l'iceberg, hein. C'est vraiment beaucoup plus que ça. On parle souvent de mindset, de culture. Ça fait partie aussi intégrante de ce qu'on a dans l'agilité. Si on fait une implémentation de l'agilité, si on essaye de monter un projet, un produit, une organisation, une entreprise, de manière à ce qu'elle se soit agile, bon déjà premièrement, c'est un grand mot. Agile, ça ne veut pas dire qu'il y a un cadre très précis. Il y a autant d'agilité que d'équipe. Mais il y a surtout un petit peu une espèce de culture qui doit s'intégrer à la fois dans l'équipe, mais aussi dans l'organisation au global. On met généralement le point sur plusieurs choses, et dont les individus et la personne à part entière qui fait partie de l'équipe, qui fait partie de l'entreprise, doit être mise en avant, et on doit réfléchir aussi à partir de là, et de se dire que, si, on a une organisation, on a un produit, on a nécessairement des personnes qui sont importantes et qui font partie intégrante du produit. Ces personnes, elles doivent, être, formées pour pouvoir faire le produit de manière qualitative, et leur laisser le temps de faire les choses. C'est la personne qui a la maîtrise de son travail. Donc c'est, par exemple, le développeur, si on fait un développement web, par exemple, un site web en Node.js et Vue.js, là, c'est le développeur qui va être à même de savoir techniquement comment on fait, quels seront les chiffrages, etc. Donc c'est lui qui va maîtriser le truc. Donc c'est à lui qu'on va demander de faire les chiffrages et de faire la conception technique, plutôt que demander à quelqu'un qui finalement n'y connaît beaucoup moins que lui.
Ça va augmenter aussi la motivation si les personnes ont, la maîtrise de ce qu'ils font. C'est quelque chose qui nécessite, qui nécessairement va augmenter la motivation de la personne et d'avoir, justement cette culture qui est au sein de l'organisation. Ça permet aussi d'avoir un soutien global de l'ensemble des personnes et de l'ensemble des équipes. Et donc l'idée forcément, c'est d'avoir une cohésion globale et de se dire que, chaque équipe doit avoir des personnes qui puissent communiquer et collaborer ensemble de manière à ce qu'on puisse avancer tous ensemble. Je te laisse la main. Du coup, on va faire un petit zoom sur ce qu'est le fonctionnement itératif. Donc, ça, c'est surtout en méthode de Scrum. L'idée, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est que c'est le PO finalement qui alimente l'équipe avec les sujets. Donc, ça, le PO finalement, à partir du besoin, va écrire des histoires et va alimenter un product backlog. Et sa première tâche, du coup, c'est d'écrire ce besoin. La deuxième, ça va être de les prioriser, de les catégoriser. Une fois qu'il a fait sa priorisation, il va le mettre dans un sprint backlog. Le sprint, en gros, c'est une itération qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 4 semaines. Et l'idée, c'est que l'équipe va devoir produire ce qui résulte de ces histoires ou de ces US. Pendant cette itération, de 1 à 4 semaines, tous les jours, on va avoir une autre itération qui est le daily. Et cette itération permet de répondre à une question qui est: est-ce que je réponds à l'objectif de sprint? Et cet objectif de sprint, il a été positionné par le PO en amont. C'est grâce à cet objectif de sprint-là qu'il a priorisé son backlog. Et c'est grâce à cet objectif de sprint-là qu'on va animer le daily. Le but du daily, c'est pas juste de dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est aussi de dire: est-ce que je réponds à cet objectif-là? Et est-ce que j'ai un problème? Est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aider pour atteindre cet objectif-là? Du coup, c'est vraiment, on travaille ensemble. Ça, on a des sujets qui sont affectés à des personnes, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont toutes seules dans leur coin. Et normalement, à la fin de cette itération-là, on a soit créé un produit, soit on l'a amélioré. Une autre façon de fonctionner, Pierre? Alors oui, Oui, par peut-être. rapport à ces sprints-là, donc on a effectivement le PO qui va essayer de prioriser les choses, de manière à se dire: «Bah, on va, pour la prochaine itération, pour les prochaines 2 semaines, pour les prochaines 3 semaines, essayer de construire, une page client pour, notre site commercial, ou quoi que ce soit». Et donc ça va être découpé en un ensemble de petites tâches qui vont être prises, en auto-organisation par l'équipe en elle-même. Et une des manières de faire, c'est de gérer ça via un Kanban. Alors il y a plusieurs multiples manières de faire, mais on le fait souvent en Kanban. L'idée du Kanban, c'est de se dire, bah, en début de sprint, on va avoir un ensemble de tâches qui sont généralement, faites par des post-it sur un tableau ou via des outils tels que Jira ou TFS, sur lesquels on a un ensemble de tâches qui sont unitaires et on commence par tout le sprint, dans la colonne à faire et l'équipe s'auto-organise en se disant: «Bah, voilà, nous, notre but du sprint, c'est de créer cette page client. Pour créer cette page client, on a un ensemble de tâches, ou pour créer une partie de la page client, on a un ensemble de tâches et on se les répartit en disant: «Bah, voilà, tiens, on va avoir besoin d'un design, tiens, toi, tu es bon en design, est-ce que tu peux nous faire un truc? Ah bah, tiens, moi, j'aimerais bien apprendre telle partie de l'application» ou «J'ai jamais fait de bac, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide», et donc voilà, tout le monde s'organise pour que, les tickets qui sont dans la commande à faire passent à en cours, puis à terminer. Après on peut parler de workflow, chaque équipe a son propre workflow, sa propre manière de travailler. On peut rajouter des étapes. Là, il y a une colonne review, par exemple, dans l'exemple que vous voyez là. Ce qui signifie, là, dans l'exemple, qu'un ticket qui est terminé ou qui aurait été, développé par quelqu'un passe en review, et donc quelqu'un d'autre de l'équipe va relire, tester, valider
avant de terminer. Ah, ce que vous voyez en dessous, c'est, il y a aussi il y a écrit Work in Progress, WIP. C'est quelque chose qu'on entend, de temps en temps aussi. Un petit point là-dessus, pour dire que, parfois on essaye de limiter, le nombre de tickets dans une colonne en disant, qu'au moins on a des choses en cours à la fois, au plus on est efficace pour les faire. Si, on prend une quinzaine de tâches par personne, les personnes vont se perdre, vont oublier des choses et vont être moins qualitatifs, moins productifs, moins efficaces que s'ils sont sur une seule tâche à la fois. Donc, voilà, parfois on essaye aussi de faire attention à la limite des tâches en cours. Une chose importante aussi, en agilité, c'est, l'inspection. L'inspection, elle passe par plusieurs rituels, outils mis à notre disposition. Alors la plus connue, c'est la rétrospective, mais il y a aussi les démos, les reviews, les DOR, les done. Alors les DOR et DOT, c'est definition of ready et definition of done. C'est pour dire quand est-ce qu'un ticket peut être pris par l'équipe et quand est-ce que ce ticket est réalisé par l'équipe. Donc ça, c'est vraiment des choses très factuelles. Si on n'y répond pas, on ne peut pas considérer que la tâche est terminée et donc que le produit est de qualité. Et il y a d'autres rituels. La démo, par exemple, c'est quelque chose aussi d'important. C'est on a produit quelque chose, on l'a produit pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, normalement, devrait être invité à cette démo pour qu'on lui montre qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé, est-ce qu'on a répondu à son besoin. Ça, il faut avoir des feedbacks réguliers et de qualité. Donc ça va être pour la démo, c'est surtout une inspection de ce qu'on a réalisé, mais il y a aussi l'inspection de comment on a travaillé. Est-ce qu'on a su bien travailler entre nous? Est-ce qu'on a eu des problèmes? Et là, ça va être plutôt la rétrospective. La rétrospective, elle va plutôt se baser sur les process. On peut par exemple remettre en question le workflow tel qu'il a été défini. Est-ce que ce ticket-là, moi j'ai eu un problème, j'ai pas réussi à le traiter, bah, c'est pas forcément ma faute, c'est peut-être parce qu'il y a eu d'autres soucis avant et comment on fait pour éviter que ce souci-là ne se reproduise. Et la review, bah, c'est revérifier que tout ce qu'on a dans notre product backlog, est-ce que déjà c'est toujours bon? Est-ce que toutes les informations sont présentes? Est-ce que ce ticket-là est toujours pertinent ou pas? Donc il faut toujours prendre un peu de recul, le Scrum Master est là surtout pour ça, essayer de prendre du recul sur le travail effectué et se remettre en question. Pierre? Donc, par rapport à cette remise en question, en fait, on a une espèce de cycle, qui vit toujours cette idée de sprint, hein, d'itération, en prenant en compte qu'à la fin de chaque sprint, on livre quelque chose au client. Donc on fait cette démonstration de manière à pouvoir avoir un retour du client et de dire: «Bah oui, ça correspond à ce que j'avais besoin» ou non, ou «Bah tiens, on a d'autres idées». Et donc c'est un peu comme ça que fonctionne une équipe, une pizza team ou une équipe agile ou une squad ou comment on veut l'appeler. On a, au début un besoin qui va être créé par l'équipe, par un client, par quelqu'un qui représente le produit ou par le product owner, un besoin ou une idée qui vont donc être identifiés, puis conceptualisés. La conceptualisation, c'est quelque chose qui va être fait avec le product owner, donc le responsable du produit, et généralement des utilisateurs clés qui ont une connaissance fonctionnelle importante et qui peuvent essayer d'échanger sur les besoins fonctionnels importants et la valeur qu'on va apporter au client. Cette conceptualisation-là, ensuite, va être faite, un peu plus en détail par le product owner qui va poser un cadre sur l'ensemble des idées et essayer de dire: «Bon, bah, voilà, les clients, ils ont ce besoin-là, mais on va essayer de limiter un petit peu le besoin de manière à ce que ça puisse être mesurable de manière, on dit souvent smart, c'est-à-dire on on sait ce qu'on veut faire et comment on va le faire, en tout cas plus ou moins et puis,
par rapport à ce cadre, le PO va faire des découpages qui vont être unitaires. Généralement, on essaye de les faire le plus fonctionnels possible. Si on reprend l'idée du site commercial, on va créer une page pour créer des clients, par exemple, pour faire des comptes clients. Ben, on va d'abord faire une page qui va juste renseigner le nom et prénom du client. Puis, dans un deuxième temps, on va avoir besoin d'autres informations, mais on les rajoutera ensuite. On se dit d'abord, la première chose à faire, c'est juste pouvoir identifier le client avec un identifiant, un nom et un prénom. Donc ça, on va les découper en différentes histoires, et ces histoires vont être priorisées, en se disant, bah, en premier lieu, je vais avoir besoin d'avoir un identifiant de client, puis des produits pour pouvoir les vendre. Donc je vais d'abord construire ça dans tel ordre. Et ces histoires-là vont être placées dans des sprints qui vont être prises en charge par l'équipe de développement. Là, le PO a terminé son travail. Il est là toujours pour répondre aux questions si besoin, mais c'est l'équipe de développement là qui a complètement la maîtrise de ce qu'elle fait. Elle découpe les histoires en tâches si c'est utile ou pas, et elles se font un sprint de manière à pouvoir renseigner un petit peu mieux le produit et le livrer au client. Et une fois que la livraison est faite, on passe à cette étape d'inspection où on regarde, comment est-ce que fonctionne l'équipe? Est-ce que les découpages des histoires étaient bien? Est-ce que le découpage des tâches était bien? Est-ce qu'on arrivait à mettre en prod? Est-ce qu'on a des problèmes d'environnement? Est-ce qu'on a des problèmes de développement, de qualité de produit? Est-ce qu'on a tout un tas de choses comme ça sur la manière fonctionnelle de fonctionner de l'équipe? Et on aura aussi l'inspection au niveau du client qui va aller regarder effectivement si c'était ce qu'il avait besoin au niveau de son produit. Je te laisse la main pour la suite, je sais plus si c'est Non, c'est toujours toi. c'est toujours moi. Et donc, par rapport à tout ça, donc on a vu qu'on met la personne au centre de l'équipe, au centre de l'attention, on va dire. On a aussi ce produit qu'on est en train de construire. La grande question, la grande chose qu'il faut surtout pas oublier au niveau de l'agilité, c'est la valeur. On pilote tout par la valeur. On se pose a priori le plus possible la question de: «Est-ce que ce que je fais a de la valeur pour le client, pour mon équipe, pour l'entreprise? Ou est-ce que ça sert à rien?» On a pas mal de choses comme ça, je ne sais pas si vous connaissez Yagni, You ain't gonna need it. Ça sert à rien de faire des choses si on n'en a pas besoin. Et donc on va toujours se poser la question au niveau des fonctionnalités. On est en train de se dire: voilà, j'ai une fonctionnalité qui a été demandée par l'utilisateur, qui a été imaginée par le PO, qui a été imaginée par, n'importe qui. Est-ce qu'au final, cette fonctionnalité, elle va apporter de la valeur par rapport à une autre? Si je dis par exemple, sur mon site web, je veux remplacer tous les boutons qui existent, qui étaient rouges, par une couleur, orange, on voit clairement que bon, il y a a priori peu de valeur à faire ça, par rapport à, aider le client à, pouvoir faire une commande plus facilement ou ajouter un mode de paiement par exemple, ce genre de choses. Donc on va toujours se poser la question là-dessus. Au niveau des process aussi, si on change une manière de fonctionner de l'équipe, il faut que ça apporte de la valeur. Ça sert à rien, de demander à chaque personne, de l'équipe, je ne sais pas, de dessiner sa maison tous les matins. Ça a peu de valeur. Par contre, si on commence à se dire: «Tiens, si tous les matins on se pose la question de, si j'ai des soucis, je dois aller chercher l'information, je dois demander à quelqu'un qui peut m'aider pour régler le souci», ça a un intérêt. Donc généralement, ça, c'est ce qu'on appelle la daily, mais la valeur, on parle toujours de budget forcément, hein, quand on a les fonctionnalités sur un outil, au niveau du client, ça lui rapporte du confort, mais ça doit aussi poser la question de, combien ça va rapporter à l'entreprise et la valeur au niveau de l'organisation et de l'entreprise. Donc sur l'ensemble de ces choses-là, un budget, un produit qualitatif, une visibilité, de ce produit,
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, et aussi de prendre en compte que c'est l'entreprise qui porte un petit peu cette vision de valeur, et ça doit être aussi visible par les managers. Les managers doivent avoir en vision que c'est la valeur qui importe et non les chiffres. Euh, euh, et donc, c'est une espèce de vision qu'on va construire ensemble avec l'équipe, avec le product owner, avec l'entreprise, de manière à pouvoir construire quelque chose de cohérent. Alors du coup, comment on construit? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc c'est bien le PO qui est le point d'entrée pour l'équipe, et le PO va donc communiquer avec nos utilisateurs ou nos clients. Et comment ça va se matérialiser ça dans l'équipe? On va essayer de créer des personas. Les personas, en fait, c'est des sortes de fiches clients ou de fiches utilisateurs qui représentent, qui vont nous permettre d'écrire les fameuses histoires. Donc ça va être peut-être, par exemple, on va écrire un persona qui représente les gens de la logistique, les caristes, par exemple. Et on va écrire des histoires comme « En tant que cariste, j'ai besoin d'eux » et comment on va y répondre. Et ces personas, on va en avoir plusieurs, des personas clés, qui sont des personas qui utilisent notre produit, mais peut-être de façon différente. Donc c'est pour ça qu'on va créer des personnes différents et qui vont représenter à chaque fois le client. Ces personnages vont nous permettre d'écrire, de créer un story mapping. Le story mapping, c'est des besoins particuliers et comment on va pouvoir découper ce besoin. Il y a des besoins qui vont répondre qu'à un persona et des besoins qui vont répondre à tous les personas. Et ça, c'est le story mapping. Ce story mapping, il va servir à deux choses. Alimenter la backlog et les prioriser selon les personas qui ont le plus de poids, à qui on doit répondre en priorité. Dans la backlog, on va retrouver les notions de valeur, de DOR, de DOD. Et on va aussi voir se projeter, parce que c'est pas parce qu'on fait de l'agile qu'on n'a plus de plan à suivre, hein. C'est ce qu'on avait dit au tout début. On ne suit pas le plan est secondaire, mais c'est pas pour ça qu'il ne doit pas exister. Et pour ça, on va faire une roadmap. Et cette roadmap, elle n'est pas figée. On va pas forcément y avoir de jalons forts dessus. C'est-à-dire que la vie du produit va faire que des besoins qui étaient là au tout début vont peut-être disparaître. Il y en a d'autres qui vont peut-être arriver et qui vont à chaque fois devoir être repriorisés par le PO. Cela nous amène aussi à parler de MVP. Alors le MVP, c'est le minimum viable product. Donc c'est le produit, ça nous permet de faire un produit qui est viable rapidement et qui apporte de la valeur. Donc il y a un petit dessin qui est assez récurrent, qui est mieux fait que celui que j'ai fait, qui est l'histoire une personne qui a besoin de se déplacer d'un point A à un point B. La solution facile pour lui produire quelque chose, c'est une planche à roulettes. Ça va très vite, ça répond à ce besoin. Après, est-ce que d'un point de vue qualité, ça répond à ses exigences? Pas forcément, mais ça marche. Et dans une prochaine itération, on va peut-être faire une trottinette. Il va gagner en stabilité. Puis en vélo, ça va être un peu plus rapide. La moto, c'est encore plus rapide, mais il prend l'appui. La voiture, et peut-être après, derrière, la Ferrari. Donc à chaque fois, il y a un incrément. Mais à chaque fois, on a quelque chose qui fonctionne et qui répond aux besoins de l'utilisateur. Et ce qui nous amène aussi à une autre chose, c'est de savoir mais quand est-ce qu'on s'arrête? Parce que faut pas oublier qu'il y a quand même un budget derrière. Il y a une entreprise qui paye. Donc le but, c'est pas de continuer à améliorer. C'est se dire peut-être qu'à un moment, il va falloir s'arrêter. Et là, il y a un principe qui s'appelle trim the tail, ça veut dire couper la queue. C'est si on représente graphiquement la valeur du produit, donc ce qu'il apporte aux utilisateurs, on se rend compte généralement en début de projet, on ne produit pas beaucoup de valeur parce qu'on est encore en train d'apprendre. Et de toute façon, on ne répond pas aux vrais besoins de l'utilisateur. On essaye de l'approcher. Et plus ça va avancer, et plus on va produire de valeur. Il y a un moment, pour produire de la valeur, ça va nous prendre de plus en plus de temps parce que ça va coûter de plus en plus cher. Et donc, il y a peut-être un moment où il va falloir se dire, on arrête. Donc ça, c'est
Pour comprendre ça, il faut bien faire la différence entre le coût et la valeur. Le coût, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce que ça nous apporte, soit à l'entreprise, soit à l'utilisateur. Et si on reprend la story map, quand on crée une story map, on essaye justement de se dire, est-ce qu'il y a des étapes importantes sur lesquelles on peut peut-être s'arrêter. Donc, on va faire un MVP, c'est vraiment la première version par rapport aux histoires qu'on a écrites, aux besoins de nos personas. Qu'est-ce qu'on embarque pour que le produit fonctionne et pour qu'il soit utilisable par l'utilisateur. Et peut-être qu'on va se dire, après, il y a peut-être une V1 qui rajoute ça aux utilisateurs. Alors, c'est un peu le principe des 80-20. Et il y aura peut-être une V2, une V3, une V4. L'idée, c'est de savoir au bout de quand on s'arrête. Et c'est le principe aussi de la renonciation. Oui, si tu peux remettre le micro peut-être à une question. Non, juste, je me demandais, c'était quoi les tickets rouges? Ça peut être une façon d'organiser différemment les histoires si, par exemple, on peut avoir des contraintes entre certains tickets, si on veut les catégoriser d'une certaine façon, et là, ça peut être plus technique, plus fonctionnel, pour dire, par exemple, je sais pas, ça c'est du front et ça c'est du back. On fait ce qu'on veut derrière. L'idée, c'est qu'il faudra mettre par contre une légende. Et ça peut aussi... Oui, vas-y, Pierre. Je peux peut-être compléter un petit peu aussi, effectivement, le story mapping, elle est utile pour avoir les différentes possibilités sur le produit. Généralement, c'est quelque chose qui est très large, qu'on construit sur un grand périmètre et on va pas tout faire. On a toujours plus d'idées que de temps pour les développer et donc du coup, on va essayer de définir un MVP par rapport à la vision du client. Et les tickets rouges qui sont là peuvent représenter plusieurs choses. Effectivement, les dépendances, en se disant attention, ce ticket-là, si je veux le développer, j'ai une dépendance avec tel autre ticket. Et c'est peut-être intéressant aussi sur une story mapping d'avoir des tickets de risque et de dire attention, là je suis à risque, je peux perdre du temps à cause de ça ou à cause de ça. Ah bah tiens, là je vais avoir besoin de pouvoir afficher une carte de la France. Je suis à risque parce que potentiellement j'aurais pas les budgets pour payer Google ou j'en sais rien, enfin tout un tas de choses. On peut identifier les risques et ça nous permet aussi d'anticiper sur les développements, on est en train de se dire, voilà, il faut d'abord lever le risque avant de commencer à développer. Et donc pour lever le risque, il faut faire une analyse avant. Voilà. Toujours toi. C'est toujours moi. Alors les KPI. KPI, on entend parler, ça signifie Key Performance Indicator. Ça signifie grosso modo comment est-ce qu'on mesure les choses. Il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer. Quand on fonctionne en sprint et comme ça en itération et qu'on doit faire de l'inspection, pouvoir inspecter, il faut pouvoir mesurer. Si on ne peut pas mesurer la qualité, on ne peut pas savoir si on s'est amélioré ou si on a fait un pas sur la qualité. Donc, il y a pas mal d'outils qui fonctionnent très bien au niveau technique. La qualité du code, vous connaissez tous SonarQube, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a des outils qui fonctionnent très bien là-dessus. Et ça va nous permettre de se dire, voilà, notre qualité de développement, elle a augmenté, ou tiens, sur ce sprint-là, on a eu pas mal de soucis. On s'est dit qu'il était nécessaire d'avancer sur d'autres choses. On a dégradé la qualité, mais on sait pourquoi. Ou à l'inverse, on a dégradé la qualité, mais du coup, on ne sait pas pourquoi, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on va inspecter. Donc voilà, des outils comme ça. Les outils qui sont classiques en agilité, c'est le burn down chart. Ça va nous permettre de voir quelle quantité de travail reste au fur et à mesure du sprint. L'idéal étant qu'en début de sprint, on a une quantité de travail qui correspond à la capacité à faire de l'équipe. Et en fin de sprint, au dernier jour, il ne reste plus rien. Dans les faits, ça arrive très rarement qu'on ait une courbe exactement identique à celle qu'on voit là sur le tableau. Mais c'est là qu'on essaye de tendre en tant qu'équipe. Donc, à la fois en se disant, on va charger le sprint avec une certaine quantité de travail, donc en collaboration avec le product owner qui va définir quelles sont les priorités
et l'équipe qui va définir quelle est leur capacité de travail. Et d'autre part, d'essayer de lever tous les inconnus qu'on peut avoir en se disant: «Bah, tiens, ouais, mais j'ai pas travaillé sur ce qu'on avait défini au départ parce qu'il y a eu un souci, et du coup, ce souci-là, est-ce qu'on aurait pu le voir venir ou non?» Et l'intégrer dans notre manière de fonctionner au fur et à mesure. On a, ensuite, les graphiques de vélocité qui est ici à droite, qui permet de définir quelle a été la capacité de développer de l'équipe, dans les derniers sprints et de dire: «Bah, voilà, sur le sprint précédent, on a, travaillé à hauteur de autant de points, autant de jours hommes, autant de tickets, autant de ce qu'on veut», en tout cas quelque chose de mesurable. Sur le celui d'avant, on a fait autant, sur le celui d'avant, on a fait autant et pouvoir en définir une tendance, de manière à ce que l'équipe puisse mesurer et se dire: «Bah, voilà, je sais que, mon équipe, elle prend en charge, 15 tickets par sprint, bah, je vais» voilà. On va tous décider en équipe que, bah, il est inutile d'en mettre 45, on n'y arrivera jamais ou d'en mettre 3 parce qu'on va se tourner les pouces. Donc on va essayer de rester à peu près, dans les clous en fonction de la vélocité de l'équipe, sachant que c'est quelque chose qui est très mouvant, hein, en fonction des congés, en fonction des personnes qui arrivent. Est-ce qu'il y a des formations à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis, qui avaient beaucoup de connaissances, et cetera. On fait des mesures aussi sur les couvertures de tests pour, toujours mesurer la qualité. On peut faire des mesures aussi sur des tas d'autres choses, hein. Là, je vous ai mis deux autres exemples sur le NPS, qui est le Net Promoter Score, qui est une mesure de la le la manière dont les clients voient l'application ou voient le service rendu au niveau, au niveau de la maintenance ou au niveau du produit en lui-même. Grosso modo, c'est: est-ce que vous êtes content du produit ou non? Heu L'idée de cet indicateur-là, c'est comme tous les autres, hein, c'est de voir l'évolution. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou non? Est-ce que les clients sont de plus en plus contents ou de moins en moins contents et donc d'en déduire des choses. Et l'enthousiasme, qui est aussi une mesure qui est utile, pour l'enthousiasme, global de l'équipe, pour savoir, bah, si l'équipe va bien, ou pas. Est-ce que, il y a trop de charges, pas assez de charges, il manque de formation ou le Covid en ce moment et du coup, ben, s'il y a le Covid, ben, on est tous plus ou moins contents parce qu'on est enfermés chez nous, ou enfin voilà, ça peut être intéressant de mesurer les choses et de pouvoir en déduire aussi, une baisse de capacité ou se dire: «Ben voilà, là en ce moment on a du mal, on va se charger moins, on va en faire des choses un petit peu plus sympas aussi». Ça peut être utile, de pouvoir mesurer ça de manière à faire avancer l'équipe dans le bon sens. Suite. Du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est et le budget. Parce que généralement, on est quand même des entreprises. Ce qu'ils demandent, c'est à ce que le budget soit respecté et qu'ils sachent comment ils ont dépensé leur argent. Et du coup, pour répondre, il y a plusieurs choses. Il y a la roadmap. La roadmap, c'est déjà leur donner une vision et qu'ils sachent à peu près où ce qu'on a réalisé par rapport à eux, leur vision du budget dépensé. Est-ce que pour eux, c'est cohérent? Est-ce que leur argent est bien investi? Et potentiellement, ça peut avoir des impacts sur la backlog. Tout à l'heure, j'ai parlé de renonciation. Ils vont peut-être se dire: «Bah, ça, finalement, on ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas les moyens pour». Ou alors, au contraire, ça, finalement, c'est super important. Donc, on va rajouter un peu plus de budget pour que finalement, l'équipe ait plus de temps à consacrer à l'élaboration du produit, voire si cas exceptionnel, recruter des personnes parce qu'on veut augmenter la capacité de l'équipe. Et on va aussi pouvoir répondre à leurs inquiétudes en leur montrant suite aux indicateurs qu'on vous a expliqué juste avant, leur montrer l'équipe fonctionne vraiment bien. Est-ce que par rapport à ces indicateurs-là, le budget est bien investi ou pas? Et, revenir sur cette notion de MVP. Il y a peut-être des choses qui ont changé par rapport à la première, à notre à notre première roadmap. Est-ce qu'il faut la remettre en cause ou pas? Donc tout ça, il y a plusieurs indicateurs qui vont leur permettre de décider ou pas. Par contre, quelque chose qui
qui est compliqué, c'est que souvent, dans les entreprises, on dit il y a tel budget et on pilote par le budget. Alors que nous, on a bien vu que c'était plutôt objectif de piloter par la valeur. Hop. Et du coup, pour presque finir, hein, on n'est pas loin de la fin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce petit schéma des 3 piliers de l'agilité. On reste toujours dans dans la même idée, hein. On a un cadre qui est défini par le Scrum Guide, par le manifeste agile, par des tas de choses qui ont été écrites à droite à gauche ou par des bonnes pratiques. Ce cadre, c'est quelque chose qui est tout à fait mouvant, sur lequel on a tout à fait la main en tant qu'équipe de se dire bah non, nous, on n'a pas besoin de daily, on n'a pas besoin de rétrospective, parce qu'on a un contexte particulier. En tout cas, ce qui reste, en tout cas dans mon esprit important, c'est ces 3 mots, transparence, inspection, adaptation, qui font un peu de l'agilité ce qu'elle est. Et il faut avant tout se poser la question de comment est-ce qu'on va implémenter un produit, quelle est la valeur qu'on veut lui apporter et comment est-ce qu'on fait pour apporter cette valeur-là. Et ces 3 mots-là sont vraiment pile poil ce dont on a besoin a priori. La transparence est super importante. On a besoin de savoir expliquer avec le client, avec le management, avec l'équipe, on a des soucis, tout va bien, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, bah, qu'est-ce qui se passe. S'il y a un souci, bah, il faut que ce soit partagé. Si c'est caché, il va y avoir des incompréhensions. Donc on a vraiment besoin de transparence et de communiquer sur les différents KPI, les mesures qu'on a fait. C'est quelque chose qui est tout à fait partageable à l'ensemble des personnes et ça permet aussi de comprendre globalement ce qui se passe. L'inspection, c'est quelque chose qui va aussi un petit peu avec l'agilité, se dire, bah voilà, je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de rétrospective, mais toujours est-il que on a besoin, à un moment donné, de se poser la question, de regarder dans le rétroviseur et de se dire, est-ce qu'on avance bien? Est-ce qu'on n'a pas un souci sur notre manière de fonctionner? Est-ce que on est en train d'avancer sur une route, mais est-ce qu'il nous manque pas de roues quelque part? C'est peut-être pour ça qu'on n'avance pas assez vite. Voilà. Et l'adaptation, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête parce qu'on a un monde qui change. On a eu pas mal d'exemples ces derniers temps. On se dit: «Bah, tiens, on va développer un produit et puis, bah, tiens, il y a le confinement qui nous arrive sur le coin de la figure et ben, il va falloir adapter notre manière de travailler parce que, ben, ce qu'on faisait avant, ça marchait plus». On avance moins vite au début, mais on s'adapte et puis ensuite, on continue à reprendre le rythme de croisière et donc grosso modo, en fait, c'est vraiment ça l'agilité. C'est pour ça que c'est compliqué aussi d'expliquer, parce qu'il y a pas de recette miracle. L'agilité, c'est pas une baguette magique, c'est plutôt une loupe à problème qui va juste permettre de dire: «Bah, voilà, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est comme ça qu'on fonctionne». L'agilité va permettre de se poser la question, bah, où sont nos problèmes? Pour faire cette présentation-là, justement, on a fait un story map, et dans ce story map, on a eu pas mal d'idées, des idées qu'on a présentées, des idées qu'on n'a pas présentées parce qu'on forcément, on avait un temps limité. Du coup, très rapidement, il y a, quelques outils qui peuvent être, utiles, alors que ce soit en agile ou en cycle en V ou toute autre méthode, pour travailler. Les 5 pourquoi, c'est toujours se poser la question de pourquoi on fait ça? Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi? 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 Toujours aller chercher plus loin. Le cycle Kinefin pour voir dans quel cadre on se porte par rapport à un sujet. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller voir. Les OKR, les Objective Key Results, qui sont des objectifs clés que l'entreprise ou qu'une équipe assez grosse va aller chercher et afin que chacun l'ait en tête, le partage. Le bonhomme OSBD, on voit pas forcément très bien. Vas-y, Ouais, Pierre. bonhomme OSBD, c'est observer, dire son sentiment, exprimer son besoin et demander. C'est des méthodes d'analyse transactionnelle, hein, pour gérer les conflits la plupart du temps. Donc ça, c'est comme disait Nicolas, hein, c'est quelque chose qui est applicable à absolument n'importe quoi.
même à vos conflits familiaux, vos conflits amicaux. Je vous invite à aller voir tout ce qui concerne l'analyse transactionnelle, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a le petit poisson là, Kawa, c'est une manière de définir les causes d'un problème, et de faire en fait une espèce de brainstorming sur, ben, on a un problème, genre, les caisses au magasin, elles sont pas assez rapides, les clients sont pas contents. Bah, on va se poser la question du, pourquoi? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est un problème, plutôt de méthode? Est-ce que c'est la main-d'œuvre qui est pas suffisamment qualifiée? Est-ce que, il y a des mesures à prendre? Est-ce que enfin voilà, donc essayer de prendre, tous ces points-là, et donc voilà, il y a pas mal d'outils, on les a pas tous mis. En tout cas, si, il y a des choses qui vous intéressent, hésitez pas à nous demander, éventuellement on pourra refaire une autre session, plus spécifique là-dessus. Voilà, toujours Pierre. Un autre point qu'on a abordé, c'est ce qui est important, c'est la personne. Et pour ça, pour aller plus loin, alors c'est un sujet à part entière, c'est le management 3.0. C'est une vision différente du management, où avant on était plutôt, on a un chef qui donne des ordres. Le management 3.0, il se recentre un peu sur les personnes et sur les différents types de personnes et de comment nous on voit le travail. Mais c'est vraiment un sujet à part entière. Il y a pas mal de sujets, de sites qui peuvent vous renseigner là-dessus. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il y a le site, qui s'appelle, management30.com, qui contient, quelques petits exercices, des petits outils, des petites choses, qui peuvent être sympas aussi à utiliser. Voilà, on l'a mis là aussi parce que souvent on parle de l'équipe, de développement, on parle, du product owner, du scrum master, des développeurs, des designers et cetera. Mais on a rarement en tête aussi que, ben, tout ça, ça nécessite aussi d'avoir une entreprise et les managers, et que les managers aussi ont besoin, ben, de changer, de se transformer et d'être agiles, pour que ça fonctionne bien, en fait, tout bêtement. On a fini notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des... Merci. Par rapport à ce qu'on vous a montré là, est-ce que vous avez des interrogations, des choses à partager? Oui. C'est encore moi. Non, moi j'ai juste j'avoue, un doute personnel par rapport au KPI couverture de test qu'on voyait tout à l'heure. Mmh. Parce que si on prend par exemple donc les tests unitaires auxquels on se réfère souvent, c'est vrai qu'il y a une dérive quand même assez courante qui consiste à vraiment comment dire, tester l'implème de l'appli plutôt que ses requirements. Et donc ça, c'est un gros problème au niveau de la maintenance, quoi, parce que dès qu'on change l'implème, forcément tout pète. Donc c'est à la fois inefficace et fatigant, je dirais. Et donc justement, est-ce qu'en s'animant sur ces KPI de couverture de test, on risque pas de tomber dans ces dérives-là en voulant faire du chiffre tout simplement sur la couverture de test. Ouais. Donc ce qui n'est pas forcément l'objectif à la base Alors, de la effectivement, démarche. c'est pas un KPI agile, mais c'est en fait en agilité, pour moi, le principe, c'est que les KPI qu'on veut suivre, c'est des KPI qui sont utiles à l'équipe. Si on considère que la qualité de test est un KPI qu'on doit suivre, et l'équipe a dit qu'il fallait suivre ce KPI, on va le suivre. Si on considère qu'il ne faut pas le suivre, on ne le suivra pas. On ne va pas mettre en place des indicateurs juste pour mettre en place des indicateurs pour en référer justement au management, qui serait pas forcément, serait forcément agile. Les KPI doivent surtout être utiles à l'équipe et à sa transparence. Ce serait ma réponse. Oui, tout à fait. Je complète en disant, bah, tous les KPI qu'on puisse avoir, que ce soit au niveau de la qualité de code ou n'importe lesquels, c'est quelque chose qui est là pour mesurer, une donnée dont on a besoin, pour s'améliorer, en fait. Effectivement, si l'équipe n'a pas, voilà, je suis en train d'animer une équipe qui fait du BI, avec, du type code BW et de l'ODI, des choses comme ça, qui n'est pas du code à part entière. Il y a absolument aucune possibilité d'avoir, des tests unitaires automatisés sur ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, ça sert à rien. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas toujours négocié ce genre de KPI. Donc des fois on dit. Ça, c'est un C'est autre ce que problème, mais tu c'est dis le en management. fait. Ça doit ouais, Tout à voilà. fait. Il y a d'autres marques? C'est bon.
On a le principe des 7 secondes. Elles sont écoulées. Du coup, merci à tous. Merci aux personnes connectées. Merci Pierre. Merci à vous et bon après-midi, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Allez, à bientôt. Merci à vous.